En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche, entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous évoquerons le drapeau de la discorde. Pour certains, il est l'emblème de la résistance d'un peuple. Pour d'autres, le signe de ralliement des islamo-gauchistes. À Saint-Denis, Bourg-en-Bresse, Chalon-sur-Saône, le drapeau palestinien a déclenché une véritable guerre des mers. Certains voulant l'interdire, d'autres l'afficher au fronton de leur mairie. Et ce n'est peut-être pas fini. À Nice, c'est le drapeau israélien qui flotte au fronton de la mairie de Christian Estrosi. Et c'est désormais le drapeau iranien qui est distribué dans certaines manifestations. De quoi le drapeau palestinien est-il le nom? Faut-il y voir un simple signe de solidarité à l'égard des Gazaouis ou un instrument de défiance contre la France et l'Occident? Pourquoi ce drapeau a-t-il été utilisé comme étendard par l'ayatollah Khomeini depuis 1979. Plus largement, doit-on voir dans la multiplication des drapeaux un symptôme de l'archipélisation de la France? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platré, qui a fait un arrêté municipal pour interdire le drapeau palestinien, et Emmanuel Razavi, journaliste, grand reporter, spécialiste de l'Iran, qui nous montre aussi comment ce drapeau est instrumentalisé, ce drapeau palestinien est instrumentalisé par des proches du régime iranien. Tout de suite, en toute vérité, avec Emmanuel Razavi et Gilles Platré. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Emmanuel Razavi et Gilles Platré, bonjour. Bonjour Alexandre, merci. Bonjour. Ravi d'être avec vous ce dimanche pour discuter pendant une heure du drapeau palestinien, mais aussi plus largement de la France, de ce que signifie cette multiplication des drapeaux sur notre territoire. Gilles Platré, vous avez décidé d'interdire ce drapeau dans votre commune. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? C'était le lendemain de la finale de la Ligue des Champions avec le PSG. Ce qui m'a poussé à interdire le drapeau palestinien sur le territoire de la commune de Chalon, c'est d'abord un constat. Je suis pas dans la théorie, mais vraiment dans la pratique sur le terrain, puisque dans la nuit du 31 mai au 1er juin, d'une manière totalement inédite à Chalon, qui est une ville paisible, 200 à 300 jeunes venus des quartiers populaires ont convergé vers le centre-ville avec la volonté d'en découdre contre les forces de l'ordre, et contre lesquels d'ailleurs ils ont très rapidement dirigé des tirs de mortier d'artifice et jeté tout ce qui leur tombait sous la main, et que au milieu de cette émeute, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, nous avons vu, et on le voit très clairement sur les caméras de vidéoprotection, un certain nombre de drapeaux palestiniens qui ont servi de ralliement à cette foule haineuse qui était véritablement là pour casser du flic et manifester une vraie haine pour notre pays, et à tel point d'ailleurs qu'un des leaders s'en est saisi et l'a brandi pour essayer d'entraîner le reste de la foule, tenant de la main gauche ce drapeau avec lequel il balayait l'air, véritablement comme un étendard, et de la main droite un pavé pour pouvoir le diriger en direction des forces de l'ordre. Donc c'est ce constat très précis que le drapeau palestinien, qui évidemment n'avait rien à faire là-dedans, qui n'avait rien à voir avec la finale de foot, qui n'avait rien à voir du tout avec cette soirée, a servi de signe de ralliement. C'est sur ce constat que j'ai décidé de l'interdire sur une période de 3 mois à Chalon-sur-Saône. Évidemment, la justice administrative saisie par les associations de gauche. J'allais vous dire, le tribunal administratif a suspendu cette décision. Votre arrêté municipal juge que c'est une atteinte grave à la liberté d'expression et du commerce. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous allez contester cette décision? Oui, nous la contestons bien évidemment. Écoutez, je pense que le juge administratif, dans le confort d'y être ses bureaux, a 3 temps de retard sur la réalité du terrain. Il ne reconnaît pas de caractère insurrectionnel dans ce drapeau. Il a pourtant eu un certain nombre d'éléments qui le lui montraient, de manière y compris imagée, puisqu'on a capturé des images pour lui montrer, mais il persiste dans cette idée que finalement c'est un symbole qui n'est pas un symbole de ralliement de l'émeute. Donc évidemment nous contestons. Nous sommes en train de préparer notre mémoire pour faire appel au Conseil d'État. Donc ça veut dire que dans le courant du mois de juillet, sans doute début juillet,
l'affaire passera et j'irai moi-même la défendre avec notre avocat au Conseil d'État. On ne peut pas se contenter de ces jugements qui sont loin de la réalité du terrain et qui ignorent aujourd'hui que cet emblème, mais on va évidemment en reparler, est complètement sorti d'un contexte humanitaire et est devenu un vrai objet de chaos dans le territoire français. Emmanuel Razavi, vous êtes essayiste, journaliste, plutôt spécialiste de l'Iran, mais vous avez co-signé avec Gilles Platré dans le Figaro une tribune expliquant que finalement ce drapeau palestinien était non seulement un instrument de défiance à l'égard de la France, mais qu'il était aussi instrumentalisé par des puissances étrangères. Alors oui, bien sûr, et je persiste et je signe, si je puis dire. Je viens d'entendre en fait Gilles Platré qui a tout à fait raison dans ce qu'il explique. Il a utilisé un mot qui est assez intéressant, qui est insurrection. Il faut comprendre que le drapeau palestinien, c'est un marqueur fort en termes de d'outils, de symboles, je dirais, de rassemblement. Notamment des gens qui ont des sympathies à la fois pour le Hamas ou pour le FPLP ou les frères musulmans, bref, des proxys, si vous voulez, de la République islamique d'Iran. Je reviendrai sur les frères musulmans après parce que c'est vraiment important d'en parler. Vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, c'est très intéressant. Alexandre, vous avez dit que le drapeau iranien avait peu à peu remplacé le drapeau palestinien à Paris, effectivement. Alors, je vais vous donner le nom de quelqu'un. C'est un monsieur qui s'appelle Shahin Azami. Il distribuait il y a quelques jours des drapeaux de la République islamique d'Iran. Ce même jeune homme fait la promotion sur son compte Instagram depuis des mois de l'axe de la résistance. Ce jeune homme était à l'enterrement de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah qui a été tué par les Israéliens. Vous savez que le Hezbollah, c'est une milice chiite pro-iranien qui est au Liban. Ce jeune homme s'est rendu en Iran. Il est allé rendre visite à de hauts dignitaires de la République islamique d'Iran au ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères iranien, c'est un des centres du renseignement également et un des vecteurs, parce que évidemment, le prolongement du ministère des Affaires étrangères, c'est évidemment le réseau d'ambassades de la République islamique d'Iran à travers le monde. C'est par ce canal-là, en général, que sont passés les éléments d'influence aux agents qui travaillent ou aux relais qui travaillent pour ces ambassades ou pour les services secrets iraniens. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une volonté aujourd'hui, de toute façon, qui est insurrectionnelle. D'ailleurs, il faut écouter, c'est intéressant. Shahin Azami, il a été interviewé par un journaliste, je crois, de Quotidien, me semble-t-il. Et c'est très intéressant d'entendre ce qu'il répond aux journalistes qu'il interviewe, où très clairement, il parle en tant qu'Iranien. Vous voyez, moi, je suis français, je suis d'origine iranienne, mais mon pays, c'est la France. C'est certainement pas la République islamique d'Iran, de façon très claire. Et on comprend, en fait, toute la volonté. Il a dit que, en gros, de toute façon, il fallait combattre, défendre, le pays. En l'occurrence, la République islamique. La République islamique, absolument. Et moi, si vous voulez, ce que je ne comprends pas, alors il sera jugé, ce monsieur, pour apologie du terrorisme, dans quelques semaines, mais quand même, ce qui est très inquiétant, c'est on est en train d'assister, via la France insoumise, via quand même le Parti communiste, parce que personne n'en parle, mais ils ont réussi, reçu pendant plusieurs années au Parti communiste à Paris des gens qui étaient liés très intimement au ministère de l'Intérieur iranien. Qu'allait-il faire là? Surprise. Je vous dis ça parce que j'ai les photos, je les ai publiées d'ailleurs, dans des reportages, donc dans des enquêtes que j'ai publiées. Mais il y a une chose, moi, qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, je vois un élu qui monte au créneau, c'est Gilles, que je connais bien par ailleurs, que pour être très clair avec vos auditeurs, je suis d'origine iranienne, mais je fais partie de ces peut-être Iraniens bourguignons, je ne sais pas, il y a une forte diaspora en fait iranienne à Dijon, si vous voulez, et évidemment c'est un centre aussi de présence des espions iraniens. L'année dernière, Bachir Biazar, agent de très haut niveau de la force Al-Quds des gardiens de la Révolution, a été arrêté donc à Dijon, où il était chargé de faire de l'infiltration en milieu universitaire, il y a une fac à Dijon, et il était chargé par ailleurs de surveiller, si vous voulez, des membres de la diaspora qui étaient supposés être des opposants. Pourquoi aujourd'hui on n'entend pas une voix nationale, j'entends, s'élever contre cela? Nous sommes complètement infiltrés. Alors on a beaucoup parlé des frères musulmans, et c'est vrai, j'ai beaucoup travaillé sur le dossier des frères musulmans, pour un journal notamment que vous connaissez bien qui était le Figaro Magazine, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui l'Iran et les frères musulmans ont mené des campagnes en fait d'ingérence et d'infiltration quasiment de façon parallèle depuis en fait les années 80 et sont en train quand même de se retrouver, je dirais, sur notre territoire à essayer de porter le chaos en opérant une jonction avec des partis d'extrême gauche, comme ça s'est passé en Iran, même mécanisme en 1978. On y reviendra si vous en êtes d'accord. Alors je dis pas que comparaison n'est pas raison, Téhéran n'est pas Paris, mais n'empêche qu'on assiste au même mécanisme.
avec quand même une volonté très claire, à minima, de porter le chaos, et je pense d'aller vers l'insurrection, très clairement, quand on entend ce qu'on entend place de la République. On reviendra dans cette émission sur l'islamo-gauchisme, sur vous nous dites finalement des agents perturbateurs à la solde de la République islamique. Vous nous direz peut-être combien ils sont, quelle est vraiment leur influence réelle sur le territoire. Mais d'abord, avec Gilles Platré, vous pris cette interdiction pour des raisons très concrètes. Il y a eu une émeute après le match de foot du PSG. Est-ce que quand vous avez commencé comme élu, comme maire de Châlons, est-ce que vous attendiez à avoir ce type de scène en Bourgogne, cette violence, sans même parler de ce drapeau palestinien? Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle et qui est un moment de rupture dans l'histoire de France? En tout cas, oui, je reprends le mot de rupture que vous avez employé à l'instant, et je pense qu'il est tout à fait fondé. En tout cas sur la ville de Chalon-sur-Saône, mais qui est à l'image de beaucoup d'autres villes moyennes de Châlons, avec 47 000 habitants, effectivement un caractère très tranquille, des quartiers qui sont des quartiers populaires, d'habitat social, largement infiltrés. Je le crains par des mouvements islamistes, comme ça se passe un peu partout. C'est tout de même la première fois, effectivement, que des jeunes par centaines convergent vers le centre-ville pour se livrer à des attaques policières. Oui, donc là, il y a une rupture, effectivement. Emmanuel Razavi, Gilles Platré, merci. On continue la discussion autour de cette affaire de drapeau, mais plus largement de la question de l'islamo-gauchisme, du communautarisme en France. C'est tout de suite après une courte pause dans En toute vérité sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec Gilles Platré, maire de Châlons, et avec Emmanuel Razavi, essayiste, journaliste, spécialiste de la question de l'Iran. Emmanuel Razavi et Gilles Platré, vous avez co-signé une tribune dans le Figaro sur l'instrumentalisation du drapeau palestinien par des puissances étrangères, en particulier l'Iran, mais aussi comme outil, instrument de défiance à l'égard de la France. On va parler plus précisément de ce que signifie peut-être le drapeau palestinien, mais plus largement, ça s'inscrit dans une guerre des drapeaux, en fait, qui n'est pas tellement nouvelle en France. La question des drapeaux est apparue, je dirais, avant. On a vu fleurir des drapeaux de l'Algérie durant certains matchs de foot. Le drapeau palestinien était présent, on le rappelle, au moment de l'élection de François Hollande, place de la Bastille. Comment vous voyez cela, Gilles Platré, au-delà du drapeau palestinien? Est-ce que c'est le signe d'une forme d'identitarisme qui se répand dans le pays, de décomposition de l'identité nationale au profit des identités particulières? Ou est-ce que finalement, on est dans une société diverse, les gens ont des appartenances multiples et c'est aussi normal qu'ils les revendiquent? Écoutez, je pense que je vais regarder ça un peu sur le temps long, puisque vous nous y incitez en disant que finalement ces phénomènes sont parfois assez anciens. Il y a une règle qui vaut toujours en France, c'est lorsque l'État s'affaiblit, le terrain part dans toutes les directions. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans un contexte migratoire débridé, c'est-à-dire que vous avez un affaiblissement de l'autorité de l'État. Dès lors qu'on veut agir, je vous ai donné l'exemple de Châlons, même si on doit se battre jusqu'au Conseil d'État, on voit bien qu'on n'a pas beaucoup de relais. J'ajouterais quand même que le préfet de Saône-et-Loire lui-même m'a demandé de retirer mon arrêté. Donc ça veut dire que même le ministère de l'Intérieur ne seconde pas les maires qui essayent d'agir en la matière. Mais toujours est-il qu'on a aujourd'hui un État qui s'affaiblit, qui ne réagit pas, et une société qui est en train d'éclater. Nous, on le voit sur le terrain. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de guerre civile qui a déjà commencé, mais on voit bien qu'il y a des mouvements qui sont de plus en plus violents. Je reprends le terme de rupture, et qui vont sur le terrain, qui déchaînent la violence et qui nous posent problème. Donc le drapeau est un emblème et est en même temps un moteur de ces mouvements nouveaux qui sont particulièrement préoccupants pour la France.
Effectivement, on va continuer sur ce thème-là. J'aurai d'autres questions sur cette multiplication des drapeaux. Mais vous l'avez dit, votre arrêté municipal a été cassé par le tribunal administratif. Est-ce que ça s'inscrit aussi dans le débat que nous avons sur l'état de droit? Est-ce qu'aujourd'hui, l'état de droit, finalement, protège les libertés individuelles au détriment de l'intérêt général et de la protection de la majorité des Français? Et c'est intéressant parce que, en fait, quand on regarde les considérants et les attendus du jugement, on nous dit qu'en fait, alors que j'ai interdit le drapeau, je n'ai pas interdit le soutien à Gaza. Dire voilà, on peut, à un moment donné, je prends en considération le fait que le drapeau est un étendard qui permet le regroupement des meutiers dans un cadre particulier, mais on nous dit mais non, finalement, vous n'avez pas le droit d'interdire un drapeau. Mais attendez, mais quel pays sommes-nous si nous n'avons pas le droit d'interdire des emblèmes étrangers qui servent de signe de ralliement à des émeutiers qui veulent taper sur les institutions de la République française. Certes, mais là où c'est compliqué, c'est que c'est difficile de faire la distinction entre ceux qui peut-être sont simplement solidaires de la cause palestinienne et ceux qui en font une bannière de ralliement contre la France. J'entends bien, mais simplement, quand vous avez un drapeau qui devient un emblème séditieux, est-ce que, au nom de ceux qui le considèrent différemment, vous ne devez pas protéger le reste de la population? Parce que c'est ça qui est intéressant. En fait, on va protéger la liberté de certains d'agiter ce drapeau, mais en ignorant le fait qu'il devient un symbole qui met en insécurité la majorité des citoyens. Et en fait, c'est ça le vrai problème, c'est est-ce qu'on est encore en capacité, je prends l'exemple salonnais, mais je l'extrapole à la France entière, est-ce qu'on est encore en capacité de protéger la nation contre des individus déterminés? Et l'État ultralibéral va dire, écoutez, la liberté individuelle doit primer sur tout le reste. Donc en clair, on donne la possibilité d'agiter un drapeau qui insécure la plupart des gens au nom de la liberté individuelle. Moi, je crois qu'on a une vraie réflexion, ça rejoint celle que vous avez faite d'ailleurs sur l'état de droit. Ce qui compte par-dessus tout, c'est de protéger la nation. Aujourd'hui, ce drapeau est un symbole qui sème le chaos sur le territoire. Emmanuel Razavi a très clairement rappelé tout à l'heure qu'il est en réalité l'antichambre du drapeau de la République islamique d'Iran, puisqu'il est agité dans un cadre qui est voulu, pensé depuis des décennies par cet État hostile avec lequel pourtant nous conservons des relations diplomatiques d'une manière absolument aberrante et qui aujourd'hui infiltre notre territoire. Donc il faut juste ouvrir les yeux et prendre conscience de ce qu'on a devant nous. Si on refuse de le faire, ça veut dire concrètement qu'on abandonne le peuple français. Moi, à ma modeste mesure, sur Châlons, je n'abandonne pas ma population. Et si j'en crois les échos que je reçois, je suis soutenu dans cette matière. Emmanuel Razavi, vous l'avez dit, vous avez co-signé cette tribune, vous montrez l'aspect problématique de ce drapeau, on y reviendra, mais est-ce qu'il y a des gens qui simplement le brandissent par soutien aux Gazaouis, qui sont quand même sous les bombes, ou simplement parce qu'ils adhèrent à la cause d'un État palestinien? Comment on fait le tri, et est-ce qu'il faut vraiment faire tous ceux qui brandissent ce drapeau aujourd'hui, à votre avis, sont séditieux, ou il y a quand même des militants de bonne foi, ou tout simplement des gens qui sont touchés par ce qui se passe à Gaza? Vous l'avez rappelé, précisons une chose, je suis journaliste, je suis grand reporter, je ne suis pas législateur. En revanche, je crois, comme dit Gilles Platré, qu'il y a un contexte quand même à un moment donné dont il faut tenir compte. Et vous avez raison, il y a une tragédie humanitaire qui se joue à Gaza, je pense que tout le monde est d'accord en fait aujourd'hui sur cela. Pour autant, dans ce contexte, si vous voulez, de chaos qui est importé... En fait, le conflit israélo-palestinien a été importé sur le sol français depuis le 7 octobre 2023. Et désormais, c'est le conflit israélo-iranien qui est importé. Et moi, vous me permettrez de parler en tant que franco-iranien. Voilà. Je pense qu'on est dans un moment où nous devons resserrer quand même les rangs, je dirais, derrière les valeurs fondamentales de la République française. Liberté, égalité, fraternité, mais qui s'accompagne quand même aussi d'un certain respect, je dirais, d'une certaine façon de vivre, comment dire, alors ensemble, je mets des guillemets parce que c'est une expression qui est quand même souvent ramenée par les mauvaises personnes, mais en l'occurrence, moi je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, il ne s'agit pas d'interdire le drapeau palestinien pour interdire le drapeau palestinien. C'est dans un contexte particulier où drapeau palestinien et drapeau de la République islamique d'Iran servent à rassembler, je pèse mes mots,
des séditieux. Entendez quand même ce qui est dit. Je pense que je pense qu'il faut être vigilant et faire en sorte de ne pas l'autoriser, tout au moins, attention, dans des manifestations bien précises. Je suis pas en train de dire qu'il faut l'interdire de façon systématique. Alors, le drapeau de la République islamique d'Iran, excusez-moi, mais si, il faut l'interdire complètement. C'est un État terroriste de la République islamique d'Iran. Oui, moi, je suis quand même très surpris, comme disait Gilles Platré à l'instant. Il y a une ambassade de la République islamique d'Iran à Paris. Cette ambassade, comme d'autres ambassades en fait en Europe, d'accord, anime des relais d'influence dans la capitale, qui peuvent être des universitaires, qui peuvent être des chercheurs. Gilles Platré connaît bien ça, il est assez proche de la diaspora en fait iranienne, d'abord de la diaspora iranienne de sa région, mais aussi globalement de la diaspora iranienne une partie de la diaspora iranienne qui vit à Paris. Ces relais, si vous voulez, de la République islamique d'Iran, via l'ambassade, portent aujourd'hui les éléments de langage de la République islamique et de ses proxys, que sont le Hamas, le FPLP, le Hezbollah, ce fameux axe de la résistance que défend Shahin Azami donc sur son compte Instagram. Voilà, moi je pense que tout ça est lié aujourd'hui. C'est pas que je pense, j'ai beaucoup enquêté pour Paris Match, j'ai beaucoup enquêté pour Franc-Tireur, je travaille beaucoup au Moyen-Orient. Il se trouve que ces derniers mois, j'ai énormément enquêté sur le sol français, d'accord, et plus largement d'ailleurs en Europe. Et que la réalité est alarmante, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans un moment, je crois, alors je ne sais pas si le moment est pré-insurrectionnel ou s'il est insurrectionnel, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens sur notre territoire qui veulent porter l'insurrection, qui font la jonction grâce au drapeau palestinien. On y reviendra, je vous expliquerai peut-être comment la cause palestinienne a pu servir, si vous voulez, à rassembler à la fois les islamistes au service de la République islamique d'Iran et des imbéciles heureux qui appartenaient à l'extrême gauche. Je vous rappelle qu'en Iran 78, ce sont les partis communistes, islamo-marxistes et islamistes qui ont opéré une jonction pour renverser en fait le Shah d'Iran. On va y revenir. Et qu'on essaye de faire ça aujourd'hui avec On va y revenir. On reste sur la question des drapeaux. Vous, maire de Châlons, Gilles Platré, vous voulez l'interdire dans votre ville. D'autres, je pense au maire de Saint-Denis, veulent le faire flotter sur le fronton de leur mairie. Alors pour le coup, la justice est contre eux. Le préfet de Seine-Saint-Denis leur a demandé d'enlever ce drapeau. Il y a eu le cas également à Bourg-en-Bresse. Il me semble, comment vous réagissez devant ces élus qui veulent mettre le drapeau palestinien au fronton de leur mairie? C'est du clientélisme ou c'est encore une fois un geste humanitaire? Non, mais encore une fois, on sera toujours taxé de vouloir nous opposer aux drames humains à Gaza par ceux qui manipulent ce drapeau avec d'autres intentions que celle-ci. Il faut bien s'imaginer le paravent, en fait. Ce drapeau est un paravent pour des intentions qui sont beaucoup moins louables. Encore une fois, moi, j'ai pas de souci pour dire effectivement il y a un drame humanitaire considérable à Gaza. Quand on instaure ce qui ressemble parfois à un blocus humanitaire, on est dans l'erreur profonde et on doit le dénoncer. Là-dessus, j'ai pas de souci. Je peux même concevoir que certains, même si c'est pas mon cas à titre personnel, défendent l'idée d'un État palestinien. Je l'entends. Ça fait partie des débats politiques. Mais quand un maire décide d'afficher un drapeau qui sert dans toutes les émeutes en France, on l'a vu pas qu'à Châlons, on l'a vu sur les Champs-Élysées, on a chargé des forces de l'ordre sur le pont de l'Alma avec le drapeau palestinien. Qu'est-ce qu'il a à faire ici? Est-ce qu'on peut pas quand même s'interroger à un moment donné sur le fait que le contexte paraîtrait qu'il soit déplacé? Eh bien, nous pensons, Emmanuel Razavi l'a dit de la même façon, et nous l'avons écrit dans cette tribune avec Mathieu Gadiri, que je cite parce qu'il a fait un travail extraordinaire d'infiltration des services secrets iraniens il y a quelques années, et il connaît très bien la question. Nous mettons en avant le fait que ce drapeau, aujourd'hui, n'est pas celui qu'on nous dit être, et qu'il est au contraire un signe de violence et de chaos sur le territoire. Donc face à ça, les maires qui négligent cette réalité qu'ils ont sous les yeux commettent une faute contre la nation elle-même, contre la nation. Encore une fois, nous sommes élus pour protéger notre population. Nous ne sommes pas élus pour favoriser des mouvements violents qui prennent nos centres-villes comme des théâtres de jeu pour casser, à travers les forces de l'ordre, la République française. C'était la même chose dans d'autres épisodes. On ne peut pas encourager ces mouvements-là.
Ce qui s'est passé dans la nuit du 31 mai au 1er juin n'est pas anodin, parce que ça s'est pas passé qu'à Châlons ou sur les Champs-Élysées, ça s'est passé dans plein de villes françaises. Donc on doit s'interroger sur le niveau d'entrisme et d'infiltration, et on doit regarder précisément pourquoi des jeunes par centaines dans une ville de 47 000 habitants, dans une ville moyenne, décident spontanément de converger au même endroit pour lutter contre les forces de l'ordre et leur faire du rentre-dedans, parfois d'ailleurs au péril de la vie des policiers. C'est la première fois, par exemple, que nos policiers ont dû chausser des masques de protection et les boucliers. Ça n'arrive jamais pratiquement chez nous, jamais, sauf quand une manifestation sociale dérive un peu. Et encore, c'est pratiquement jamais le cas. Donc on voit bien qu'on est passé dans autre chose et que donc les maires qui se livrent à cette drague électorale, parce que ça n'est rien d'autre que ça. Les municipales, c'est dans 9 mois. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça incite certains à faire beaucoup de zèle parce qu'ils se disent, mon Dieu, si jamais nous avions les quartiers musulmans contre nous, alors là, on est perdu. Mais c'est un mauvais calcul sur le temps long. Il faut assumer des convictions et on est tous élus, quel que soit notre niveau de responsabilité, pour défendre le pays qui est le nôtre, avant d'aller chercher à défendre des causes qui ne sont pas des causes françaises. Gilles Platré, merci. Emmanuel Razavi, merci. On se retrouve après une courte pause sur Sud Radio. En toute vérité, on poursuit la discussion. À tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec Emmanuel Razavi, journaliste, grand reporter, spécialiste de l'Iran, et Gilles Platré, maire de Chalon-sur-Saône. Emmanuel Razavi et Gilles Platré ont signé une tribune dans le Figaro mettant en garde contre le drapeau palestinien, finalement comme instrument de défiance à l'égard de la France, comme symbole manipulé par des puissances étrangères. Avant la pause, Gilles Platré, vous réagissiez au clientélisme de certaines mairies qui affichent le drapeau palestinien à leur fronton. Simplement, j'allais dire, l'habitude de mettre des drapeaux étrangers au fronton des mairies n'est pas née finalement avec le conflit à Gaza. On l'a vu au moment de la guerre en Ukraine. On a même vu le président de la République afficher le drapeau ukrainien. Je crois qu'il avait affiché aussi le drapeau américain au moment de l'attaque du Capitole. Et il y aurait sans doute d'autres exemples. Est-ce que finalement, on n'a pas ouvert une boîte de Pandore, même si évidemment le drapeau ukrainien n'a pas la même signification que le drapeau palestinien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que l'instrumentalisation du drapeau palestinien a commencé dans les années 70. C'est notamment Yasser Arafat qui l'a beaucoup mis en avant, bien avant Rima Hassan, si vous voulez. Il y avait une mise en scène en fait avec le drapeau, avec le kéfier d'abord et puis ensuite avec le drapeau. Il faut comprendre une chose, c'est que dans les camps d'entraînement palestiniens qui étaient au Liban dans les années 70, vous aviez en fait des gens d'extrême gauche, des Allemands par exemple qui venaient s'entraîner à tirer à la Kalachnikov, d'autres qui étaient formés en fait aux éléments de langage, et vous aviez déjà des Iraniens qui travaillaient qui travaillaient dans l'entourage de l'ayatollah Khomeini. D'accord. Et en fait, Khomeini était très impressionné par la façon dont Yasser Arafat communiquait. Il a voulu l'approcher en raison de cela, pour que Yasser Arafat lui explique comment il avait réussi à prendre autant d'importance, si vous voulez, auprès des intellectuels européens, notamment italiens, allemands, français. Vous parliez de Jean-Paul Sartre et de Michel Foucault notamment. Et en fait, cette communication, si vous voulez, visuelle, elle a accompagné aussi des attentats. C'est-à-dire qu'il y a eu en même temps des opérations en fait d'influence et en même temps des opérations terroristes. On se souvient, j'étais jeune, mais quand même, je l'ai beaucoup documenté ces derniers temps, les Boeing qui ont été détournés, les ambassades qui sautaient, etc. Et cette convergence, si vous voulez, autour du drapeau palestinien, de la question palestinienne, de l'instrumentalisation de la question palestinienne. Moi, j'ai des très bons amis palestiniens. Je connais Gaza, je connais très bien la Cisjordanie aussi. J'ai des bons amis palestiniens. Moi, j'ai pas de sujet sur le fait aujourd'hui qu'on veuille un État palestinien, etc. Le sujet n'est pas là, qu'on soit très clair. C'est juste, encore une fois, dans un contexte où, dans des manifestations, un drapeau étranger est utilisé pour s'en prendre, pour rassembler des gens qui vont s'en prendre à la police, qui vont aller casser. Parce qu'il faut comprendre quand même que ces manifestations, elles rassemblent à la fois des théoriciens et aussi des gens qu'on utilise, qu'on instrumentalise pour porter le chaos, c'est-à-dire des casseurs.
Ok. Et donc tout ça, ça vient de là. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de débats sur ce n'est pas une bonne idée, on doit respecter. Vous l'avez dit d'ailleurs, le drapeau ukrainien ne pose pas de problème en réalité. Oui, c'est effectivement, il n'a pas le même sens, mais je ne crois pas qu'on ait ouvert la boîte de Pandore avec le drapeau ukrainien. On a ouvert la boîte de Pandore le jour sur la question palestinienne et son instrumentalisation dès les années 70, quand on a laissé cette extrême gauche, si vous voulez, allemande, française, italienne, parler au nom de la cause palestinienne, alors qu'au fond ils avaient assez peu de légitimité. C'est un peu, on était hier soir ou avant-hier soir sur un plateau de télévision ensemble, Alexandre. On parlait d'un ambassadeur qui parle au nom des Iraniens, pour ne pas le nommer Gérard Haro. Il a aucune légitimité pour parler au nom des Iraniens ou de la diaspora iranienne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et, encore une fois, moi je reviens à un contexte. Je suis journaliste comme vous. Vous le savez, j'enquête énormément en fait sur ces questions-là. Aujourd'hui, il faut quand même être sérieux. Il y a vraiment une question urgente sécuritaire à régler. Et il faut faire, encore une fois, il ne s'agit pas d'interdire le drapeau palestinien. C'est dans certaines manifestations. Par contre, il faut agir, qu'on ne se retrouve pas en fait dans des cas comme ce qui s'est passé en fait à Chalon-sur-Saône il y a une dizaine de jours, où on risque de voir. À un moment donné, il y aura ce ne seront plus des incidents. Il va y avoir des victimes. D'accord. Non, mais tout à fait d'accord avec vous, Emmanuel Razavi, sur la spécificité de ce drapeau palestinien. Mais je voulais quand même la réponse de Gilles Platret, qui peut-être nous entend. Vous êtes avec nous, Gilles Platret. Je vous posais la question. On a eu un petit problème technique tout à l'heure. Certes, il y a une spécificité, un risque spécifique avec le drapeau palestinien, mais est-ce que vraiment la République a raison de multiplier les drapeaux? Je pensais au drapeau ukrainien sur le fronton de certaines mairies. Je rappelais qu'Emmanuel Macron avait fait des discours avec le drapeau ukrainien derrière lui, mais aussi le drapeau américain au moment de l'attaque du Capitole. Est-ce que ça traduit pas aussi une communautarisation des luttes? Est-ce que on devrait s'en tenir finalement à l'emblème de la nation qui est le drapeau français? Vous avez entièrement raison, c'est vrai. Après, on peut pas non plus réprimer tout le monde. Et encore une fois, je mets pas, effectivement, je le répète, je mets pas bien sûr le drapeau américain, le drapeau ukrainien sur le même plan. Non, mais je vous écoute. Je pense qu'il faut effectivement se garder la possibilité d'exprimer une solidarité. Il y a eu un mouvement spontané lorsque l'Ukraine a été attaquée par la Russie. Il y a eu un mouvement véritablement européen qui montrait que finalement partout en France et dans les autres pays d'ailleurs, nous tenions absolument à exprimer une solidarité. Mais on n'a pas gardé le drapeau ukrainien pendant des mois et des mois sur le fronton. C'est une expression. De la même façon, après le 7 octobre, pendant quelques jours, il y a eu un drapeau israélien. Je suis pas sûr que les maires de Seine-Saint-Denis voulaient le garder pendant des mois et des mois, le drapeau palestinien. Je crois que c'était à l'occasion d'une visite de militants de la cause palestinienne qui l'ont fait. Oui, alors ça serait très intéressant de voir d'ailleurs qui sont ces militants de la cause palestinienne. Qui sont ces militants, c'est vrai. Ah oui. En fait, ça pose quand même, Alexandre Devecchio, ça pose une vraie question, c'est-à-dire que, encore une fois, et ça, moi, je salue le travail extraordinaire de décryptage d'Emmanuel Razavi, c'est-à-dire que nous qui sommes dans un contexte où finalement on pourrait ne pas se méfier, on se rend compte qu'en réalité, quand on commence à gratter sous le vernis, quand on commence à regarder un peu les biographies, quand on scanne sur Internet les contacts, les relais, les canaux des personnes concernées, comme par hasard, on commence à trouver des liens qui, en tirant un peu, nous ramènent jusqu'à Téhéran. Enfin, c'est ça la vraie difficulté. Et encore une fois, il faut pas être naïf, c'est ça aujourd'hui. Non, mais ça, on l'est pas dans cette émission, et on a décrypté, et on va continuer à décrypter le sens de ce drapeau. Mais par exemple, il n'était pas avec nous, il devrait être avec nous, Christian Estrosi. Est-ce que mettre dans ce contexte-là le drapeau israélien sur le fronton d'une mairie, est-ce que c'est pas une maladresse aussi? Est-ce que ça accentue pas la fracturation du pays? Écoutez, en tout cas, à la mairie de Chalon-sur-Saône, il y a le drapeau français, il est entouré du drapeau européen, on me le reproche d'ailleurs parfois, mais bon, écoutez, on appartient à l'Union européenne, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on y appartient. Et puis, on a mis le drapeau bourguignon franc-comtois. Voilà, ça c'est clair. Donc, c'est ce qui est. Et moi, je n'en mets pas d'autres, parce que j'estime que le drapeau central, c'est le drapeau français, et que la mairie doit, si elle exprime une solidarité, le faire d'une manière
très rapide, sachant que nous sommes des représentants de la République française. Les maires sont des représentants. Quand on marie, que ce que je vais faire encore abondamment ce week-end, quand on marie, on porte l'écharpe tricolore. Il n'y a pas d'autre emblème. Et je crois, mais je vous rejoins complètement, Monsieur De Vecchio, c'est-à-dire que oui, il y a une archipélisation de la société française. Oui, chacun promeut ses causes et on oublie que la cause qui nous rassemble, c'est la cause de la France et qu'on devrait tous lui donner notre priorité, en tout cas dans les combats qui sont les nôtres. Voilà. Donc, je pense qu'il faut faire ça avec beaucoup de mesures. On est d'abord là dans un État qui nous protège et heureusement, même si on s'en plaint beaucoup, on pense que ça va pas assez vite, mais on a encore la chance d'être dans ce pays et nous avons un devoir vis-à-vis de ça, c'est de le protéger et le protéger prioritairement par rapport à tous autres. Merci Gilles Platré, merci Emmanuel Razavi. On se retrouve pour la dernière partie de cette émission consacrée effectivement aux ingérences étrangères, aux risques communautaristes en France, notamment derrière le drapeau palestinien. À tout de suite sur Sud Radio après une courte pause. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre De Vecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Emmanuel Razavi, grand reporter, essayiste, spécialiste de l'Iran, et avec Gilles Platré, maire de Chalon-sur-Saône. Vous avez tous les deux signé une tribune dans le Figaro expliquant finalement que derrière le symbole du drapeau palestinien, il y avait beaucoup plus que la cause palestinienne, qui avait notamment des ingérences étrangères, notamment celle de l'Iran. On va en reparler, mais avant la pause, je demandais à Gilles Platré si malgré tout, en multipliant les drapeaux sur certaines mairies et pas seulement le drapeau palestinien, on n'avait pas, on favorisait pas quelque part l'archipélisation de la France. Et pour ne rien cacher aux auditeurs, à la pause, vous me racontiez que vous aviez grandi dans une double culture, ou pas, d'une certaine manière, enfin que votre père venait d'Iran, donc d'un pays étranger, mais vous avez toujours dit, Emmanuel Razavi, qu'il fallait vous assimiler et que vous aviez plus de devoirs, je crois, c'est l'expression, que de droits en France. Vous avez entièrement raison, Alexandre. Mon grand-père paternel s'appelait Youssef, mon grand-père maternel s'appelait Joseph. Youssef, vous voyez, c'est comme Joseph. Donc j'ai grandi en fait dans ces deux cultures. Ça n'a jamais posé de problème. Je le dis souvent, 2 tiers de ma famille sont musulmans. Bon, voilà, le reste, évidemment côté français, plutôt catholique ou voilà. Et c'est assez intéressant parce qu'un jour, mon père, je m'en souviens, je devais avoir 13 ans. M'a dit que je ne vienne pas apprendre quand tu seras en âge de faire ton service militaire, que tu ne l'as pas fait, tu seras l'ombre de la famille, et il faut de toute façon que tu dises une chose, dans ce pays, tu as plus de de devoirs que de droits. Il disait la même chose, à mes sœurs. Il y a une chose qui est importante, dans quasiment toutes les familles iraniennes de la diaspora, c'est comme ça que ça se passait. Mon père, je m'en souviens, disait toujours, il faut s'assimiler. Moi, j'ai été assimilé, je me suis assimilé, je veux que vous vous assimiliez. Alors je lui répondais, oui, mais enfin moi je suis né en France, tu comprends, donc m'assimiler. Alors il disait c'est pareil parce que la France a sauvé des gens de notre famille au moment de la Révolution, et donc on doit tout à la France et on sera toujours du côté de la France. Alors, question que je pose, mon père, d'accord, qui venait d'une famille musulmane, me parlait d'assimilation, nous parlait d'assimilation, ce n'était pas un mot grossier à l'époque, et moi je pense encore aujourd'hui d'ailleurs que l'assimilation est très 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 importante. Je vois pas pourquoi aujourd'hui en fait on bloque là-dessus. Moi, ça m'empêche pas. Vous êtes, vous avez, des origines italiennes. Bah, je pense que vous aimez parler peut-être l'italien. Vous aimez la littérature italienne. Vous savez, moi, j'aime parler. J'ai un mauvais persan, mais j'aime bien parler le persan. Je fais beaucoup de conversations régulièrement en persan. J'aime lire des ouvrages de culture iranienne ou sur la culture iranienne. J'adore. Ça fait rire mes confrères, mais j'adore partout où je vais dans le monde. J'essaye toujours de trouver des restaurants iraniens parce que j'aime, la gastronomie iranienne. Mais ça m'empêche pas de penser à un moment donné, si vous voulez, que j'ai un pays qui est la France. Ça m'empêche pas, encore une fois, de me faire du souci aujourd'hui pour les gens que je peux connaître qui sont en Iran sous les bombes, et croyez-moi, je m'en fais. Ça ne m'empêche pas, si vous voulez, d'être proche de la diaspora. Et Gilles le sait, je pense que je suis, très très proche de la diaspora iranienne, parce qu'évidemment, j'ai grandi dedans aussi. C'est aussi ma culture. Enfin, vous voyez, c'est une espèce de double culture, mais il n'y a qu'un pays. C'est-à-dire qu'il y a une culture à laquelle on est attaché, d'où l'on vient, mais à un moment donné, on doit faire société, je dirais. Que l'on soit d'origine italienne comme vous, que l'on soit d'origine iranienne ou autre, nous devons faire société. On doit tous être français, sans s'interdire chez nous, évidemment, de se rappeler et d'aimer d'où l'on vient. Mais à un moment donné, nous partageons des valeurs républicaines, citoyennes, françaises, c'est tout.
Gilles Platré, on l'a vu revenons à ce drapeau palestinien, on voit bien que c'est plus que la cause palestinienne et que c'est un emblème brandi finalement par ceux qui sont complaisants avec les islamistes, par une partie de la gauche. Disons-le simplement, c'est une bannière islamo-gauchiste. On nous avait dit que l'islamo-gauchisme n'existait pas. Est-ce que ça prouve le contraire? Est-ce que cet islamo-gauchisme-là vous inquiète particulièrement en tant que citoyen, en tant qu'élu? Alors, deux éléments de réponse. D'abord, je confirme complètement que c'est une bannière islamo-gauchiste. Moi, j'ai pas de problème avec les valeurs de gauche. Je pense que quand on regarde l'histoire de notre pays, elles ont apporté énormément à la France. Et dans des époques assez lointaines, finalement, on était héritier de ces valeurs-là. Moi, j'ai pas de problème là-dessus. Elles ont produit de belles et grandes choses. Sauf qu'il y a une inversion complète aujourd'hui et que les thèmes que la gauche avait pu défendre, je pense à la laïcité aujourd'hui, sont battus en brèche par l'extrême gauche qui est en train de véritablement les détruire. Moi, je reviens quand même sur l'exemple iranien parce que Emmanuel Razavi le sait bien. Et je veux vraiment saluer le travail qui nous permet d'éclairer la situation française grâce à sa connaissance des mécanismes iraniens. C'est d'abord en Iran, dans les années 20, qu'est né le concept d'un rapprochement entre l'extrême gauche. J'allais y venir. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Je vous laisse finir et après Emmanuel Razavi nous expliquera en quoi l'Iran était la matrice en fait de l'islamo-gauchisme. Et donc je lui laisserai développer parce qu'il sait la chose bien mieux que moi. Et en réalité, ce modèle fonctionne toujours. Et je veux vraiment insister sur quelque chose. Quand un membre descendant des Iraniens de la diaspora, comme Emmanuel, tire la sonnette d'alarme. Je peux dire aussi, il a cité les contacts très amicaux que j'ai avec la diaspora iranienne, l'immense inquiétude que les franco-iraniens, que les Iraniens de la diaspora ont pour notre pays aujourd'hui. Parce qu'ils voient justement cette matrice qui a si bien fonctionné chez eux jusqu'à la révolution de 1979 et l'arrivée de Khomeini se reproduire exactement chez nous. C'est-à-dire l'alliance de mouvements d'extrême gauche avec l'islamisme sous toutes ses formes. Eh bien, le drapeau palestinien est un emblème de cette alliance-là. Il a été voulu par Khomeini, son expansion a été voulue pour ça. Donc, soit on considère que c'est un joli étendard qui n'a rien à voir avec tout ça, soit on se rend compte qu'en fait, il est le lien, la clé de voûte entre ces deux mouvements qui veulent une seule chose: renverser la société française telle qu'elle est aujourd'hui et essayer de reforger quelque chose sur le chaos de nos institutions. Donc, encore une fois, ne soyons pas naïfs, combattons ceux qui veulent nous renverser. Je pense que c'est quand même le minimum qu'on puisse attendre des responsables politiques. Emmanuel Razavi, il nous reste 1 minute, c'est bien court, mais est-ce que la situation en France aujourd'hui vous rappelle celle de l'Iran de pré-1979 avec justement cet islamo-gauchisme qui a conduit à la révolution iranienne? Mais pas qu'à moi, à l'ensemble, je pense, des gens qui ont vécu, cette période tragique de la révolution iranienne. On voit effectivement cette jonction s'opérer entre l'extrême gauche et les islamistes. On voit évidemment, regardez, un symbole à Gaza, le FPLP est marxiste, le Front populaire de libération de la Palestine. Il a participé au pogrom du 7 octobre 2023 aux côtés du Hamas. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est cette conjonction, cette convergence entre les deux, elle existe bien. Et aujourd'hui, place de la République, vous avez des gens d'extrême gauche aux côtés en fait de frères musulmans ou d'agents d'influence ou de relais d'influence de la République islamique d'Iran. Merci Emmanuel Razavi, merci Gilles Platré, c'était passionnant, j'espère que ça a pu éclairer nos auditeurs, ceux qui nous regardent aussi sur YouTube. Je les laisse avec les informations et je leur dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité.